Il y a de plus en plus d'articles sur les dangers des réseaux sociaux, notamment des complexes que cela peut créer. Et on se doute, je pense qu'on se doute tous et toutes que trop de réseaux sociaux peut avoir un effet négatif sur nous et notre bien-être. Mais la question est à quel point, cela peut être néfaste pour nous. Est-ce qu'on peut mesurer cet effet néfaste concrètement? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ce soir. Bonsoir, ici les podcasts nocturnes de Dorémy. Nous continuons notre série de podcasts sur la science du bien-être de la psychologue américaine et professeure d'université Laurie Santos. On ne va pas tourner autour du pot plus longtemps. Laurie Santos a vraiment un regard assez sévère sur les réseaux sociaux. Pour elle, ça ne fait aucun doute que les réseaux sociaux sont nocifs pour notre bien-être. Et sa critique des réseaux sociaux, elle porte sur 2 points. Un, sur la promotion d'un certain lifestyle, d'un certain niveau de vie, donc l'exposition des biens matériels. Et en 2, tout ce qui est culte du corps et du physique. Alors pour le côté lifestyle, biens matériels, vie luxueuse, etc., on ne va pas aborder ce point ce soir parce que je préfère garder ce point pour demain soir. Là, on va vraiment parler de l'aspect physique, de l'apparence. Et elle évoque un concept qui s'appelle faux désir ou miswanting, qui est le fait d'être leurré, d'être trompé dans ce que nous voulons et comment nous le voulons dans notre quête de bonheur. Autrement dit, ce qui semble nous rendre heureux, mais qui en réalité ne nous rend pas heureux plus que cela. Et ça, c'est un concept qui a été inventé par Tim Wilson de l'Université de Virginie et par Dan Gilbert de l'Université d'Harvard. Sur ce point de miswanting, de faux désir, elle évoque tout d'abord une étude qui avait été réalisée sur des personnes obèses en 2014 sur 1979 personnes obèses, donc des personnes qui étaient vraiment en surpoids et qui pouvaient potentiellement avoir des problèmes de santé à cause de ce surpoids. Dans cette étude, pendant 4 ans, on suivait des personnes qui suivaient un régime. Toutes ces personnes suivaient le même régime et on avait constitué 3 groupes. Le groupe des gens qui avaient perdu du poids, le groupe des personnes qui avaient conservé le même poids et enfin des groupes qui avaient gagné du poids, qui avaient gagné des kilos. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'était que ce n'était pas tant une étude sur le fait qu'un tel ou une telle avait perdu du poids, mais c'était sur le fait de mesurer le bien-être de ces personnes une fois le régime fini. Qui, entre le groupe de ceux qui ont perdu du poids, le groupe de ceux qui ont un poids stable et le groupe de ceux qui ont gagné du poids, qui étaient les plus heureux? Eh bien, bizarrement, presque 25% des personnes qui avaient perdu du poids se déclaraient dans un état dépressif, contre seulement 15% pour les personnes du même poids et celles qui ont gagné du poids. Alors, ça ne veut pas dire que cette étude encourage les personnes qui sont en état d'obésité de rester dans cet état ou que personne ne devrait faire de régime. On n'est pas là pour juger le poids des gens, aussi bien les gens qui sont plutôt minces que les gens qui ont des rondeurs, mais l'idée ici est de montrer que peut-être que si ces personnes qui ont perdu du poids, donc qui ont atteint paradoxalement leur objectif, sont des personnes plus malheureuses que les autres, c'est peut-être parce qu'elles s'étaient mises en tête que le fait de perdre du poids allait les rendre plus heureuses, que la société les invitait à perdre du poids pour être mieux acceptées socialement, et qu'elles se sont rendues compte que ce n'était pas le cas ou pas à ce point, alors que la cause de leur mal-être était ailleurs. Et elle évoque une autre étude encore, toujours sur cette idée de faux désir, sur la question, bien sûr, de la chirurgie esthétique. Et là, elle évoque une étude de Von Soest de 2011 qui avait étudié un groupe d'adolescents de 13 ans et plus
avec une petite partie qui avait fait de la chirurgie esthétique et une autre qui n'avait jamais fait de chirurgie esthétique. Et les chercheurs avaient constaté que les adolescents qui avaient, parce que ça dépend des pays, mais quand vous êtes adolescent, vous pouvez faire de la chirurgie esthétique, mais il vous faut l'accord de vos parents, mais vous pouvez en faire. Eh bien, ces adolescents qui avaient fait de la chirurgie assez tôt avaient, une plus mauvaise perception de leur apparence physique. Et oui, malheureusement, parce que je pense que quand on est ado et on fait de la chirurgie esthétique, on devient d'un coup beaucoup plus exigeant et au départ, on voulait juste, par exemple, refaire la poitrine et puis après, on veut refaire la bouche, le nez. Voilà, il y a peut-être une exigence trop forte. Donc, une plus mauvaise perception de leur apparence physique. 2, plus de pensées suicidaires. 3, une plus grande consommation d'alcool aussi chez ce groupe d'adolescents. Et enfin 4, de manière générale, des plus gros problèmes de comportement. Arrivé à ce point-là, je ressens le besoin de faire une pause. Donc pause, pourquoi une pause? On est bien d'accord ici que le but de ce podcast n'est pas de condamner les personnes qui font de la chirurgie esthétique, les personnes qui font des régimes ou à l'inverse les personnes qui veulent gagner du poids. Non. Vous avez des personnes qui font de la chirurgie esthétique, qui sont très heureuses, qui ne regrettent pas du tout, qui se sentent mieux parce que il y avait un complexe qu'elles n'avaient pas réussi à résoudre, hein, parce qu'on a beau dire aux gens acceptez-vous tel que vous êtes, parfois le complexe il est tellement ancré que malheureusement il n'y a pas vraiment 36 000 solutions. Pareil, pour tout ce qui est poids, moi c'est un sujet je n'aime pas trop aborder parce que je sais que c'est très personnel, c'est très intime. Mais l'idée ici, encore une fois, c'est de souligner le fait que la société crée de faux désirs, de faux besoins, et que certaines personnes n'étaient pas vraiment concernées par ces besoins, mais elles ont essayé de correspondre à une sorte de bonheur standardisé, peut-être pour être plus intégrées, et non seulement en voulant se conformer justement à ce bonheur standardisé, elles ne se retrouvaient pas plus heureuses, mais elles se retrouvaient encore plus malheureuses qu'avant, parce qu'elles avaient tellement tout misé sur ce bonheur prêt à l'emploi, entre guillemets, que elles sont déçues que ce soit pas à la hauteur de ce qu'elles avaient imaginé. Forcément, quand vous avez des attentes, vous pouvez être potentiellement déçus. Donc c'était vraiment un point que je voulais clarifier avec vous pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc ça, c'était le premier point sur la question des réseaux sociaux, hein, la définition, la notion de faux désir, de miswanting. Maintenant, il y a aussi le rapport entre les réseaux sociaux et ce qu'elle appelle les points de comparaison ou comparaison sociale. L'homme est un être de comparaison, hein, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous comparer aux voisins, à la collègue, à un ami aussi, voilà, aux personnes qui nous entourent. Et le problème, c'est que le cerveau, lorsqu'il opère des comparaisons, il ne le fait pas toujours de manière très juste, dans le sens où vous allez vous comparer à toutes les personnes qui vous entourent ou toutes les personnes que vous côtoyez même indirectement. Autrement dit, par exemple, si vous vous abonnez à une grande star, à une chanteuse internationale, et que tous les soirs, vous regardez ses nouvelles photos, ses nouveaux posts, ses nouveaux messages, cette star, elle va devenir, pour votre cerveau, hein, elle va devenir un élément de comparaison. Mais ça n'a pas vraiment de sens de vous comparer, je sais pas, par exemple, à Kim Kardashian, alors que Kim Kardashian, elle n'a pas du tout le même train de vie que vous, elle n'a pas du tout le même salaire, elle est connue pour prôner la chirurgie esthétique. Donc normalement, vous n'avez pas à vous comparer à quelqu'un qui est aussi différent de vous. Mais à partir du moment où vous passez votre temps à regarder ses photos, à regarder sa télé-réalité, eh bien votre cerveau va considérer Kim Kardashian comme un élément de comparaison. Et bien sûr, la comparaison risque d'être douloureuse. Maintenant, pour en revenir sur la pression au niveau de l'apparence physique et du corps, il y avait une étude qui a été menée par
le chercheur Kenrick en 1993, en 1993, c'était pas encore vraiment les réseaux sociaux, mais il y avait déjà cette idée-là, où on avait constaté que l'humeur des femmes, leur sentiment de bien-être baissait après avoir regardé pendant quelques minutes des photos de modèles, des photos de mannequins. Et on leur avait demandé d'évaluer leur bonheur sur une note de 4 points. Donc la note maximum était 4 points. Donc 4 points est égal très heureuse et 0 point est égal pas heureuse du tout. Et elles devaient évaluer leur niveau de bonheur avant de visualiser les photos et après avoir visualisé les photos de ces mannequins. Et en moyenne, elles estimaient leur bonheur avant de regarder les photos de ces modèles à 2,36 points. Et en moyenne, elles estimaient leur niveau de bonheur après avoir visionné les photos à 2,07 points. Donc en l'espace de quelques minutes, parce qu'elle regardait les photos que pendant quelques minutes, elle passait d'un bonheur de 2,36 points sur 4 à 2,07. Et on ne s'en rend pas compte, mais la différence, elle est énorme parce que ça reste que sur 4 points. Et en plus, c'est que en l'espace de quelques minutes. Donc imaginez maintenant avec Instagram, parce que comme je l'ai dit, c'est une enquête qui a été faite en 93. Et encore pire que cela, c'est qu'on a fait le même genre de test, mais avec cette fois-ci un homme qui devait juger la beauté de sa femme, donc de sa compagne, avant de regarder des modèles photos et après avoir regardé des modèles photos. Et avant, il donnait une note à peu près en moyenne, parce qu'on a fait ça sur plusieurs hommes, on n'a pas fait que sur un homme. La moyenne pour ces messieurs estimait la beauté de leur femme à environ 26,2 points. Alors, j'ai pas retrouvé le baromètre, je sais pas si c'est 26 sur 30, 26 sur 40, mais bon, c'était de 26,2 points. Mais après avoir regardé pendant quelques minutes des photos de modèles, cela descendait à 22,1 points. Donc ça peut aussi avoir un impact indirect un peu plus sournois sur les couples. Et oui, parce que les réseaux sociaux, ce sont aussi des lieux de tentation. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en soi ne complexent pas forcément sur les filles qui sont présentes sur Instagram, surtout qu'elles savent que Instagram, de toute façon, si on doit être vraiment honnête, Instagram n'a jamais eu pour objectif de refléter la vraie vie. Instagram, ça a toujours été fait pour rêver, pour envoyer du rêve. Donc, les femmes qui consomment du Instagram en tant qu'utilisatrices, elles vont avoir ce recul de se dire de toute façon, je sais qu'il y a une mise en lumière, qu'il y a quelques filtres, parce que voilà, il faut faire rêver, donc on utilise des filtres. Mais parfois, les hommes ne connaissent pas trop les techniques de maquillage, de filtres. Donc, comme ils n'ont pas ce recul-là, la femme peut complexer par rapport à ça. Elle va pas complexer dans ce qu'elle voit, mais elle va peut-être complexer dans le fait que son homme, lui, ne voit pas, entre guillemets, la supercherie. Et pour finir ce podcast, parce que le hasard fait bien les choses, au moment où j'étais en train d'écrire mon texte pour vous le présenter, le Wall Street Journal a sorti un article sur l'effet d'Instagram. C'est-à-dire qu'il y a seulement quelques heures, je ne parle pas de il y a un jour, 2 jours, il y a quelques heures, ça doit vraiment être un signe, ils ont écrit un article qui s'intitule « Un adolescent sur 5 dit qu'Instagram nuit à l'estime d'eux-mêmes, à l'estime de soi ». Il est expliqué que parmi tous les réseaux sociaux, entre Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat et YouTube, c'était vraiment Instagram qui créait le plus de mal-être. Et il reprenait une enquête qui avait été réalisée en 2017 par la Royal Society pour la santé publique. Et que cela se basait sur le retour, donc sur les impressions de 1479 jeunes Britanniques âgés de 14 à 24 ans. Donc ce podcast, il n'y a pas trop d'applications pratiques, de conseils pratiques, si ce n'est bien sûr
de pas être trop plongé dans les réseaux sociaux et surtout dans le cas de Instagram, de prendre conscience, c'est tout bête, mais que Instagram, ça n'a jamais eu pour vocation de montrer la vraie vie. Ça a toujours eu pour vocation de faire rêver. Donc oui, on est un peu dans le rêve, dans la supercherie, mais c'est une supercherie entre guillemets assumée. Et bien voilà, écoutez, demain on se retrouve pour parler un peu d'argent, des possessions matérielles. Ça va être un petit peu pimenté, mais écoutez, ça fait partie de la formation, donc on va aller jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à demain, 22 heures. Ciao!